Cahier 7, j'ai essayé d'éclairer à grands traits le lien unissant religion, révélée, langue et traduction. À vrai dire, ce lien n'apparaîtra en toute clarté qu'à la fin de la tâche du traducteur à propos du texte sacré. Telle est néanmoins la conviction de Benjamin, que la croissance des religions fait mûrir dans les langues naturelles la semence d'une langue plus haute. Cette langue plus haute, est-ce la pure langue? Et en quoi est-elle plus haute? Horreur. Benjamin poursuit. La traduction, encore qu'elle ne puisse prétendre à la durée de ses ouvrages, est en cela dissemblable de l'art, ne renonce pas à s'orienter vers un stade ultime, définitif et décisif de tout édifice de langue. La première traduction de Gandillac commet un contresens de taille quand elle traduit dissemblable une link par l'inverse, et en cela elle n'est pas sans ressemblance avec l'art. Contresens essentiel, puisque nous avons vu que Benjamin oppose la périssabilité des traductions à l'éternité des originaux. Cependant, la périssabilité de la traduction a un envers. En elle croit l'original dans une atmosphère de langue pour ainsi dire plus haute et plus pure, dans laquelle il est vrai il ne peut vivre à la longue, de même qu'il ne l'atteint pas, tant s'en faut, dans toutes les parties de sa structure. Gestalt. Mais vers laquelle, cependant, il fait au moins signe sur un mode étonnamment insistant, comme le domaine prédéterminé et refusé de la réconciliation et de l'accomplissement des langues. Beaucoup de choses sont dites en une phrase, et c'est le cas de tout ce paragraphe. En quoi peut-on d'abord se demander l'original croit-il dans la traduction dans une atmosphère de langue plus haute et plus pure? Et ensuite, pourquoi ne s'y maintient-il pas? Pourquoi ne l'atteint-elle que partiellement? Pour éclairer ces questions, écoutons le langage de cette première partie de la phrase. Ce langage est indiscutablement platonicien. Le logos que vise la philosophie sous sa figure platonicienne est plus haut, plus pur et, disons, plus aérien que la langue naturelle. Mais la philosophie n'est pas la seule à viser une telle langue. La poésie déterminée platoniciennement, la vise aussi. Il nous faut évoquer deux auteurs qui, curieusement, ont été des contemporains tout en s'ignorant. Novalis d'une part, Joubert de l'autre. Tous deux ont pensé la langue de la poésie, de l'œuvre, comme un milieu aérien plus haut et plus pur dans tous les sens que nous avons envisagé de ce terme, non mélangé, lumineux, vide, intransitif. Novalis écrit par exemple « L'esprit ne peut se manifester que dans une forme étrangère et aérienne. » Et Joubert, sa vie durant, ne cesse d'essayer de cerner ce vide qu'est le milieu langagier, poétique. La transparence, le diaphane, le peu de pâte, le magique, l'imitation du divin qui a fait toute chose avec peu et pour ainsi dire avec rien. Voilà l'un des caractères essentiels de la poésie. Il est clair qu'il ne s'agit pas seulement de la langue poétique purifiée à laquelle pensait Valéry, mais de quelque chose de plus radical, en tout cas certainement de plus proche de la pure langue de Benjamin. Mais pourquoi par la traduction l'œuvre s'approcherait-elle de cette langue plus aérienne, plus transparente, plus déliée, qui est la hantise de Novalis et de Joubert? Rappelons ce que nous avons dit du platonisme de la traduction, que celle-ci, en tant que libération du sens, produit dans la langue traduisante un rapport différent des signifiants et des signifiés, un rapport où prédomine désormais l'idéalité du sens. Rappelons-nous ce que disait Nietzsche de Schopenhauer, que traduit en français, il était à la fois plus léger et plus proche de sa vérité. Rappelons-nous la phrase mémorable de Novalis, selon laquelle le Shakespeare allemand est supérieur au Shakespeare anglais. Nous avions dégagé une logique historique cachée, celle de la pensée platonicienne, pour laquelle la traduction est d'essence clarifiante et éclaircissante, bonifiante et embellissante. Tradition certes presque informulée ou non systématisée, mais pour laquelle la proposition de Benjamin n'a rien d'étonnant. La question qui se pose est la suivante. Benjamin ne fait-il que reformuler à sa façon cette conviction du platonisme, que la langue de la traduction est supérieure, plus pure, plus haute, plus aérienne, plus lumineuse à celle de l'original, embourbée dans l'épaisseur de sa langue naturelle? La réponse, évidemment, est oui et non. Oui, en ceci que toujours Benjamin reprend les affirmations de la tradition platonicienne,
Ainsi avons-nous dit que la pure langue peut aussi être le logos platonicien. Cependant, si c'est simplement cela, on pourrait comprendre la suite de la phrase, car celle-ci énonce que la traduction n'a pas pouvoir de maintenir l'original dans la langue plus pure, qui est la sienne, et qu'elle ne parvient même pas à placer l'original en totalité dans cette langue. Si l'atmosphère de langage plus pure et plus haute de Benjamin était seulement le langage platonicien de la traduction, où règne l'idéalité libérée des significations, cette proposition n'aurait aucun sens. Pour la tradition platonicienne, c'est la totalité de l'œuvre qui est libérée par la traduction. Pour Benjamin, l'œuvre n'atteint une langue plus pure que fugitivement et fragmentairement. C'est bien ce qui mérite réflexion. La traduction n'est jamais accomplissement définitif et complet. Nous ne pouvons donc pas interpréter la pensée de Benjamin dans le sens de la théorie platonicienne traditionnelle de la traduction. Mais quel sens peut alors avoir l'affirmation selon laquelle la traduction fait croître l'original dans un médium langagier plus élevé et plus pur? Et cela d'autant plus que l'essentiel pour Benjamin n'est absolument pas la libération ou la captation du sens, tout le texte de la tâche du traducteur le montre, et que le mode de traduction préconisé par Benjamin, si on peut parler de mode de traduction, est celui qui s'oppose le plus à la restitution du sens, à savoir la littéralité. Littéralité qui, bien sûr, est l'ennemi de toute cette tradition platonicienne que nous évoquons. Comment, selon quels critères, alors repérer dans une traduction les moments où l'original passe dans une langue plus pure et plus haute? Ces moments ne sont pas ceux où le sens est libéré le plus visiblement, mais ceux où, dans la traduction, langue de l'original et langue de la traduction passent l'une dans l'autre. C'est par la littéralité que le texte traduit fait signe vers le domaine prédéterminé et refusé de la réconciliation et de l'accomplissement des langues. Réconciliation, accomplissement, voici deux mots qui indiscutablement renvoient de nouveau au domaine religieux, qui renvoie au terme messianique de l'histoire des langues. La traduction pour Benjamin est annonce de ce terme. Elle parvient en certains points, jamais plus, à réconcilier les langues, non dans l'idéalité du sens qui leur serait commune, mais dans l'élément qui a priori les sépare, la lettre même. Et cette réconciliation ponctuelle est à son tour le signe de leur accomplissement qui ne peut être que l'avènement de la pure langue. Pouvons-nous chercher concrètement où et quand, dans telle grande traduction, où une telle réconciliation s'accomplit? Prenons à nos risques et périls un exemple que nous avons maintes fois cité, et c'est le vers de l'Antigone de Sophocle, que Hölderlin a traduit, le vers où Ismène apostrophe Antigone de la sorte. Ti desti zelois garti calcainus epos. Assurément chercher dans une traduction le point constatable où s'annonce la réconciliation des langues, est plus que risqué. Il se pourrait d'ailleurs que ce point existe dans une grande traduction, mais qui ne soit pas constatable sur le mode de l'exemple. Cependant, il s'agit d'un vers qui a provoqué des réactions assez notables que l'histoire a recueillies nommément. Le rire de Voss, le fils du traducteur d'Homère, et lui-même traducteur expérimenté de Shakespeare. Celui de Schiller, et face à eux, le silence, le grand silence de Goethe, plus parlant certes que le rire de ses interlocuteurs. La traduction de Hölderlin est quasi littérale si nous la comparons à des traductions plus traditionnelles, comme celle en français de Mazon et de Grosjean. Mazon, de quoi s'agit-il donc? Quelques propos te tourmentent, c'est clair. Grosjean, qu'y a-t-il? Quelque histoire t'assombrit, je le vois. Hölderlin, là, traduit le verbe calcaïna selon son sens premier, qui est avoir la couleur de la pourpre, et non selon son sens dérivé, être sombre, tourmenté, ce qui donne en allemand Was ist, du scheinst eine rote Wort zu farben. Littéralement, qu'y a-t-il? Tu sembles teindre un rouge parole. La coue et la Barthe proposent. Qu'y a-t-il? Tu sembles broyer un pourpre dessin. La traduction hölderlinienne est même surlittérale. Puisqu'elle traduit le verbe grec kalkaina par son sens originel et nullement par son sens dérivé plus abstrait.
Nous savons que cette traduction est motivée, qu'elle n'est pas due à la naïveté philologique de Hölderlin, qui n'avait certes pas une connaissance philologique du grec, mais à une interprétation très précise de la parole tragique. La rouge parole, c'est la parole qu'il définit dans ses remarques sur Antigone et sur Oedipe, placées avant sa traduction, comme la parole Tod, Lirch, Factisch, effectivement meurtrière, opposée à la parole Tautent, Factisch, effectivement meurtrissante. Dans Antigone, la parole est Tauderich, Factisch. Mais l'essentiel, c'est que dans les vers traduits par Hölderlin, et certes bousculant l'allemand traditionnel, la langue grecque parle. Pour autant, le vers allemand reste de l'allemand, mais en lui plutôt grec et allemand s'unissent infiniment, passant indéfiniment l'un dans l'autre. Voilà ce qui n'a pas fait rire Goethe, qui a dû y reconnaître une possibilité de la traduction qu'il connaissait parfaitement, car c'était à son époque, avec Hölderlin, le plus grand penseur de la traduction, si bien qu'il lui fut refusé de la réaliser lui-même dans son activité de traducteur. Une fois cependant, il s'y est essayé. Certainement, dans l'exemple que nous avons choisi, les deux langues sont entrées dans une harmonie totale au détriment absolu du sens. Voilà ce qui faisait rire de leur côté Schiller et Voss, que l'on se moque ainsi du sens, de ce sens qui apparaît dans les autres traductions et qu'il n'y a pas de raison de rejeter. Hölderlin ne propose pas un autre sens, il n'y en a pas, mais la fusion de deux lettres. Elles sont entrées en harmonie, en un point, nullement dans la totalité de la traduction, qui, pour atteindre ses buts, dégager la violence de la parole tragique, doit employer d'autres moyens, notamment la transformation de l'original, ce qui ne nous concerne pas. L'harmonie des deux langues dans la traduction ne peut être que ponctuelle, mais elle produit en ce point une tierce langue qui, elle, fait signe vers le domaine non présent où les langues se réconcilient et s'accomplissent. J'appellerai quant à moi ces points où la traduction réunit pleinement deux langues, ces points miraculeux. Il ne s'agit pas de la manière dont une traduction rend avec bonheur, comme on dit, l'esprit et la forme d'un original, ce pourquoi elle est le plus souvent louée par la critique. Il s'agit plutôt de ces points, nullement perceptibles pour le traducteur, où cette réussite se transcende elle-même et produit quelque chose qu'on ne peut pas ne pas appeler l'harmonie silencieuse de deux langues, des deux langues, dans et autour d'une œuvre. Tout ce qu'il y a de fascinant dans la traduction se concentre et se résume là. Les points où la traduction fait passer une langue dans l'autre pleinement, ce sont aussi ceux où, dans la langue traduisante, elle révèle la vérité de l'original. Steiner nous a transmis un autre exemple de ce genre, la traduction que Celan a faite d'un poème de Supervielle. En elle, l'œuvre accède vraiment à un langage plus pur et plus haut, en fait plus profond, mais il est connu que hauteur et profondeur sont une. Ce qu'est le poème de Supervielle, dans sa vérité, se révèle dans cette traduction. À la différence de celle de Hölderlin, elle n'est pas littérale. Elle condense plutôt ce qui, chez Supervielle, reste lâche et mal saisi poétiquement. Steiner, qui confronte l'original et la traduction, y voit un exemple de surtraduction positive, dont la perfection écrase l'original. Sans contester tout à fait ce jugement, je vois ici autre chose de plus essentiel. Alors que le poème original n'accède point en effet à son propre accomplissement poétique et langagier, prisonnier qu'il est malgré sa finesse de clichés poétisants ou rhétoriques, et le soupir de la terre dans le silence infini. Sa traduction le rassemble souverainement autour de son dit et de son dit, et le déploie entièrement dans la langue poétique qui aurait pu être la sienne. Das Zen dieser Erde im Raum der sie umschweigt. En d'autres points de son œuvre, Supervielle a su saisir son propre dit et sa propre langue, et c'est en quoi sa poésie, malgré son inégalité fondamentale, est proche de celle du dernier Rilke et via celui-ci de Celan. De fait, on décrirait très justement la version allemande en disant qu'elle est rilkéenne par l'extrême condensation des vers. Ce niveau de condensation où la langue naturelle devient soudain investie d'une plus grande nécessité. Supervielle ne pouvait l'atteindre qu'en des rares moments, et Rilke lui-même ne l'a atteint que tardivement. L'essentiel de la traduction de Celan est la transmutation mot par mot du poème qui le rapproche de sa propre intimité, qui est précisément le dit de l'intimité des choses, de ce que nous avons rencontré comme Innigkeit, ce dit de l'intimité des choses est la visée propre de la poésie de Supervielle.
En accomplissant cette visée, plus radicalement que supervielle, la traduction de Celan ne révèle pas seulement une défaillance poétique de celui-ci ou une plus grande rigueur du poète traducteur, elle révèle un pouvoir inhérent à la traduction qui est de manifester la vérité d'une œuvre en la transmuant dans un langage plus pur, le langage qu'elle n'a cessé de viser. On pourrait dire que la traduction est toujours double. Elle est traduction d'une langue à une autre et traduction de la langue propre à l'original dans une langue plus pure. Ces deux plans sont malaisément distinguables, mais pour comprendre la tâche du traducteur, il faut parvenir à la fois à les distinguer et à les unir. Car c'est parce que la traduction fait passer deux langues l'une dans l'autre et produit dans la langue traduisante une langue plus haute que les propos de Benjamin ont un sens. La langue traduisante, per se, n'est évidemment pas plus haute et plus pure. Elle en acquiert apparence, pour Nietzsche, avec la traduction de Schopenhauer en français par exemple, que parce que la traduction produit avec le passage interlinguistique un autre passage plus pur, plus haute. La langue de la traduction l'est parce qu'elle plonge le texte traduit dans un autre médium. Mais en même temps, ce médium plus pur est issu du passage des deux langues l'une dans l'autre. Dans la traduction de Celan, allemand et français passent l'un dans l'autre, non certes comme Scholderlin, par la voie de l'illittéralité, mais par une voie plus subtile, où l'allemand s'épanouit à libérer la visée poétique immanente à l'original.